Joe Biden, après avoir vacciné une grande partie de sa population et après avoir organisé la rétention des vaccins produits sur son territoire, a finalement décidé de lever les brevets sur les vaccins contre le Covid-19, c'est-à-dire de lever la propriété intellectuelle des laboratoires pharmaceutiques qui ont découvert ce vaccin. Emmanuel Macron, qui était contre cette levée des vaccins, mais qui voit s'avancer très rapidement l'échéance de 2022, a finalement décidé qu'il était pour. Alors, qu'est-ce qui est en jeu et en quoi cette décision est-elle une véritable déclaration de guerre à l'industrie pharmaceutique? Est-ce que ça va concrètement changer quelque chose en matière de production et de mise à disposition de ces vaccins à l'ensemble de la population mondiale? Et l'industrie pharma aurait-elle pu agir autrement pour éviter d'en arriver là? Donc voilà, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. À mon sens, sur le sujet, il faut distinguer la réflexion théorique et l'approche pratique. D'un point de vue théorique, cette décision, elle constitue un véritable séisme pour l'industrie pharma et une véritable déclaration de guerre. Pourquoi? Parce qu'elle remet profondément en cause son modèle économique, ça c'est la première chose, qui repose sur la propriété intellectuelle. L'industrie pharma, c'est voilà, je mène des années de recherche, de développement pour arriver à mettre sur le marché un médicament et après, pendant un certain nombre d'années, grâce à la propriété intellectuelle, je rembourse les investissements que j'ai engagés et je réalise des profits qui me permettent de réinvestir dans d'autres innovations pour le futur. Là, à partir du moment où on remet ça en cause, c'est tout son modèle économique qui s'effondre. Deuxièmement, la propriété intellectuelle, elle est absolument fondamentale pour protéger l'innovation. Pourquoi croyez-vous qu'on n'ait toujours pas de vaccin contre le sida aujourd'hui? Bien sûr parce que c'est compliqué à trouver, mais également parce que le jour où un labo découvre un vaccin contre le sida, vous pouvez être sûr que dans la minute, vous avez la moitié des pays du Sud et toutes les associations qui se mobilisent pour demander à ce qu'on lève les brevets pour le vaccin sur le sida. Et du coup, parce que voilà, la pandémie est trop importante, il y a trop de gens qui sont morts, c'est une charge symbolique très forte. Et du coup, vous avez la certitude que les labos, ils ne sont pas incités à investir en recherche et développement pour un vaccin du sida s'ils savent que dans la minute qui suit leur découverte, ils ne vont pas pouvoir gagner de l'argent avec, tout simplement. Pareil avec les antibiotiques, on parle beaucoup d'antibiorésistance, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques, c'est des millions de morts potentiellement, mais comme les antibiotiques, ils coûtent absolument rien, et on a eu tendance dans tous les pays, dans tous les systèmes de soins, à les payer des clopinettes et à les rembourser des clopinettes, et ben les labos ils se disent, moi je ne vais pas aller développer une nouvelle classe d'antibiotiques, ça va me coûter super cher, si derrière, je ne suis pas sûr d'avoir un modèle économique rentable en les vendant. Donc voilà, c'est bien triste tout ça, mais c'est comme ça. Et on peut peut-être critiquer ce modèle économique qui repose sur le profit, alors que ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Il n'en demeure pas moins que ce modèle économique, aussi choquant soit-il d'un point de vue moral, il est extraordinairement performant, il fonctionne, il produit l'innovation thérapeutique qui bénéficie aux patients et donc à l'intérêt général. Et moi, c'est avant tout ça que je vois et que je veux préserver. D'ailleurs, dans le Covid, il n'y a aucune entreprise publique, aucun État qui a réussi à trouver. Prenez le vaccin chinois, au bout de 3 mois, vous n'avez plus d'anticorps, et le vaccin russe, il se trompe dans l'étiquetage. Donc, c'est pas génial en termes de fiabilité. D'un point de vue pratique maintenant, est-ce que la levée des brevets va changer quelque chose concrètement en termes de mise à disposition de davantage de vaccins? Ben, même pas. D'abord parce que la pénurie actuelle, qui est d'ailleurs en train de se résorber, elle est avant tout due aux insuffisances des capacités de production, enfin aux insuffisantes capacités de production. Et la production du vaccin, notamment à ARN messager, c'est pas de la chimie, c'est pas une recette de cuisine, c'est pas quelque chose qui se fait simplement, c'est beaucoup de compétences, de technologies, de plateformes technologiques et de savoir-faire. Et donc la levée des vaccins n'y changera absolument rien, même si on levait les brevets, il faudrait des mois, voire des années, avant de pouvoir produire en masse sur d'autres plateformes technologiques, et d'ici là, la pandémie, elle sera terminée. Ensuite, parce que on fait face un problème de chaîne d'approvisionnement. C'est la supply chain qui est en tension. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas pour l'instant à produire suffisamment. Parce que pour produire un vaccin, il faut des principes actifs, il faut de l'enflaconnage, il faut des adjuvants, il faut plein de choses. Et donc, si on lève les brevets et que tout le monde peut se mettre à produire des vaccins, imaginez la tension qu'il va y avoir sur ces principes actifs. On risque une pénurie et on risque une désorganisation complète de la production, ce qui serait finalement
pire que tout. Sans compter les problèmes de conformité, parce que si tout le monde peut en produire, eh ben, ça va être produit en Chine, en Inde, et en période de vaccinoscepticisme, je pense que c'est pas un très bon signal à donner. Donc voilà, à mon sens, la levée des vaccins, elle peut se justifier essentiellement dans 3 cas. Soit parce que le labo impose des prix qui sont complètement exorbitants, et donc voilà, c'est juste pas possible. Mais c'est pas le cas. Là, on voit qu'AstraZeneca, ils produisent à prix coûtant. Pfizer, Moderna, honnêtement, les prix, ils ont rien de délirant. Il y a des initiatives internationales pour que les pays du tiers-monde puissent en avoir gratuitement pour pas cher. Donc c'est pas un problème de prix. Deuxièmement, c'est s'il y a une rétention du médicament qui est volontairement organisée par les labos. Là, dans ce cas-là, oui, on peut décider de lever les brevets parce que si le labo fait de la rétention, il y a des enjeux de santé publique qui sont supérieurs à ses intérêts à lui. Et troisièmement, c'est si un labo ou une biotech fait une découverte qu'il n'est pas capable de développer et de mettre sur le marché. Alors, parce que je sais pas, ils n'ont pas les compétences, ils ne sont pas capables de faire les essais cliniques qu'il faut, etc. Alors, dans ce cas-là, la levée des brevets peut se justifier, mais là, ce n'est pas le cas non plus. Donc voilà, cette décision de lever les brevets, à mon sens, c'est une décision qui est infondée, qui est inefficace et qui remet en cause les innovations futures. Donc c'est extrêmement grave, c'est typiquement la fausse bonne idée. Mais on peut comprendre que voilà, quand les gens ne connaissent pas le sujet, on dit ouais, on va lever les brevets pour pouvoir produire davantage, bah, les gens ils se disent ah bah ouais, c'est une bonne idée, bien sûr, ah ouais, je suis pour la levée des brevets, c'est un bien public mondial, etc., etc. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, et il faut expliquer, faire de la pédagogie pour que les gens ne cèdent pas à la facilité intellectuelle. Et là, on est en plus engagé dans un débat qui est un débat qui se situe sur les terrains politiques et symboliques. Et le problème de l'industrie pharma, c'est qu'au lieu de répondre sur les terrains politiques et symboliques, elle répond sur les terrains rationnels et économiques. Et donc il y a un décalage et elle n'est pas entendue. Et elle n'arrive pas à pousser ses arguments. Et ça me fait penser au secteur de l'eau dans lequel j'ai travaillé. Dans les années 90-2000, il y a des écolos avec des dreadlocks, des pulls en laine qui grattent, etc., qui ont commencé à dire « Ouais, l'eau, c'est un bien public mondial, c'est un bien commun de l'humanité. » Et il est immoral de réaliser des profits sur l'eau, donc il faut remunicipaliser le service de l'eau. Et nous, moi j'étais chez Suez, on les prenait un petit peu pour des rigolos, quoi. Attends, c'est bon, ils sont pas sérieux ces gens-là. N'empêche que, à force de ne rien faire, leur discours est devenu le discours dominant. Et on a vu arriver des vagues de remunicipalisation dans des villes de gauche, de droite. Il y a eu Lyon, Bordeaux, Nice, Grenoble, Paris, etc., etc. Et donc, quand on a réagi, finalement, il était trop tard. Parce que le discours qu'avaient infusé les altermondialistes et les écolos était devenu le discours dominant. Et c'est faute d'avoir mené les batailles que l'on a perdu la guerre. Et j'ai l'impression que l'industrie pharma, c'est un petit peu la même chose avec la façon dont elle fonctionne. Donc voilà, souvent en retard, et c'est souvent au pied du mur qu'elle se décide enfin à réagir. Alors, qu'aurait dû faire l'industrie pharma? Moi, je vous propose une réponse en 4 points. Premièrement, l'industrie pharma aurait dû davantage anticiper et mieux maîtriser le timing. Si on en est là aujourd'hui, c'est que quelque part on a raté quelque chose avant. Et une situation de crise, c'est souvent un signal faible que l'on n'a pas vu venir ou que l'on a mal interprété. On a quand même raté quelque chose là. Moi, c'est l'année dernière, quand on a commencé à voir les premiers résultats des études cliniques, qu'il aurait fallu réagir. C'était là qu'il fallait montrer que l'industrie était fière d'elle-même, qu'elle avait fait des découvertes extraordinaires, que grâce à ses capacités d'innovation, de mobilisation, etc., parce qu'on savait que la question des brevets allait se poser et que la levée des brevets allait être une question mise dans le débat public. Et je trouve que c'est il y a 6 mois, il y a 1 an, que l'industrie aurait dû être beaucoup plus offensive sur cette question-là, et elle ne l'a pas suffisamment été. C'est dommage, on aurait pu proposer, ne serait-ce que, je sais pas, intégrer des journalistes avec des accords de confidentialité absolument béton dans les labos, qui auraient suivi
l'actualité des journalistes d'investigation qui auraient suivi le développement d'un vaccin, de sa mise sur le marché, les résultats des études cliniques, etc. Et qui se seraient rendus compte à la fois de la complexité de la tâche, mais des enjeux financiers qu'il y a derrière, de comment les équipes se mobilisent. Et aujourd'hui, alors que n'importe qui dit n'importe quoi sur les plateaux télé parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, on aurait eu des gens qui ne seraient peut-être pas des avocats pour l'industrie pharma, mais qui auraient pu être des médiateurs et qui auraient pu tempérer les ardeurs des gens qui racontent le plus n'importe quoi. Deuxièmement, l'industrie doit arrêter d'avoir honte d'elle-même et de se placer systématiquement sur la défensive. Moi, je pense que la posture, elle est extrêmement importante, hein, au-delà du fond. Bon, j'ai un peu de mal avec les discours un peu lignifiants de l'industrie pharma qui vous expliquent nous sommes là pour les patients, c'est ça qui nous motive, nous sommes là pour sauver la vie des gens, etc. Bien sûr qu'elle le fait, et elle le fait sincèrement, mais je trouve que c'est pas suffisamment impactant comme discours et que c'est trop plan-plan et que c'est pas là-dessus en plus qu'elle est attaquée. Ça me rappelle une campagne du LEM, hein. Le LEM, c'est le syndicat de l'industrie pharma, des labos, qui il y a quelques années, alors qu'elle était attaquée sur le prix des médicaments, lance une campagne pour dire l'industrie ne dort jamais et on est mobilisé 24 heures sur 24. Oui, bien sûr, c'est le cas. Mais c'est pas là-dessus qu'il y a une crise de confiance, c'est pas là-dessus que l'industrie est attaquée. Donc voilà, moi je pense que on est souvent, l'industrie pharma est souvent à côté de la plaque et il faut qu'elle se mobilise davantage et qu'elle explique son modèle économique. Elle doit assumer qu'elle est là pour gagner de l'argent et que c'est parce qu'elle gagne de l'argent qu'elle arrive à faire reculer la maladie, à investir dans la recherche et à sauver la vie des gens. Tout simplement. Je pense qu'il faut assumer ce modèle économique, ce qui n'est pas fait pour le moment. L'industrie, elle cherche à être aimée, et il ne faut pas chercher à être aimé, il ne faut pas chercher à ne pas choquer, il faut chercher à convaincre et à faire de l'éducation et de la pédagogie sur le modèle. Il faut être avant tout respecté et compris. Ce modèle économique, moi je trouve qu'il est fondé sur l'intérêt général. Il y a quand même peu d'industries dont le modèle économique est fondé sur sa capacité à sauver la vie des gens. Parce que si elle ne trouve pas de nouveaux médicaments, l'industrie pharma, elle crève, tout simplement. Donc, c'est extraordinaire, un modèle économique qui est fondé sur la capacité à sauver la vie des gens. Je préfère ça plutôt que d'avoir des entreprises qui vivent sur des rentes, sur des monopoles, ou en vendant des produits qui servent absolument à rien. Donc voilà, l'industrie doit être beaucoup plus fière d'elle-même. Troisièmement, l'industrie, elle va quand même devoir rassurer et donner un certain nombre de gages parce qu'elle n'est pas exempte de reproches, hein. Moi, j'y ai travaillé en termes de transparence, de gouvernance, de pratiques commerciales. Il y a des trucs qui sont à revoir. Et donc, l'industrie, elle doit être beaucoup plus lucide et accepter de se remettre en cause et de se diversifier également, notamment en termes de profit, parce qu'il n'y a souvent que des clones dans l'industrie pharma. Voilà, sur les vaccins, elle doit montrer qu'elle est prête à s'engager dans des nouveaux partenariats, tout en restant attachée à sa propriété intellectuelle. Et elle le fait déjà. Par exemple, AstraZeneca, avec plein d'usines en Inde, avec des sous-traitants, ils sont en train de travailler ensemble pour augmenter les capacités de production. Il y a une critique qui est assez importante et qui est faite à l'industrie pharma, c'est que vous avez fait des découvertes grâce aux investissements publics. C'est grâce à l'argent public que vous pouvez gagner de l'argent et donc c'est normal qu'on lève les brevets. Il n'est pas faux cet argument, mais là aussi il faut nuancer. Vous prenez Moderna, oui ils ont accepté de l'argent du gouvernement américain, mais Pfizer a financé l'ensemble de ses recherches sur ses fonds propres. Donc il n'y a pas eu un copec du gouvernement américain. Mais pour ceux qui ont perçu des revenus, des investissements ou des précommandes de la part des pouvoirs publics, oui, il peut paraître normal qu'elle redonne l'argent qu'elle a perçu. Quatrièmement, l'industrie doit se mobiliser et accepter de se placer sur le terrain politique et sociétal et engager la bataille de l'opinion publique. Je sais que le mot politique fait très peur à l'industrie, il y a beaucoup d'irrationnel d'ailleurs là-dedans, mais quand je dis que les labos doivent faire de la politique, c'est pas au sens partisan ou politicien du terme. C'est faire de la politique, c'est dans le sens où on assume de porter une vision qui relève de l'intérêt général. C'est ne pas se contenter de faire du lobbying auprès des autorités de santé. C'est aller engager directement, sans médiation, la bataille de l'opinion auprès du grand public et des leaders d'opinion. Et si le terme de politique dérange, ben on peut le remplacer par pédagogie ou par éducation du grand public. Mais il faut qu'elle le fasse et
qu'elle ne le délègue pas à des instances comme le LEM par exemple. Je pense que les entreprises elles-mêmes, les patrons, les patronnes de labos eux-mêmes doivent s'engager dans cette arène pour expliquer comment il fonctionne. Parce que le LEM, c'est souvent très corporate, très mou, très chiant. Personne n'y comprend rien. Enfin, si on comprend, mais personne ne les croit véritablement parce que c'est beaucoup trop corporate. Donc, quand je dis que les entreprises ne se sont pas suffisamment mobilisées, moi, je suis allé voir sur le site web de Pfizer en France, d'AstraZeneca en France, et c'est assez incroyable, ou en tout cas très révélateur. Il n'y a pas un seul communiqué sur la question de la levée des brevets. C'est quand même incroyable. Sur les sites web corporate de ces grandes entreprises qui sont les premières concernées, pas un communiqué de presse sur le sujet. C'est vous dire à quel point elles sont tétanisées et à quel point elles n'osent pas s'engager. Donc moi je pense concrètement, ces labos, ils devraient publier des tribunes libres dans les médias, être sur tous les plateaux de télé et radio, acheter des pages de pub pour dire tout ce qu'elles font de bien, avoir des dizaines de vidéos sur les réseaux sociaux, mobiliser les ONG, les associations de patients, être beaucoup plus pushy avec les journalistes. On pourrait même imaginer une campagne de pub qui serait certes un petit peu provoque, mais d'un labo qui dit ok, vous avez le droit de ne pas nous aimer, mais reconnaissez qu'on fait bien notre boulot. Et d'ailleurs, cette année, on va sauver 30 millions de vies. Parce que là, ok, vous avez le droit de ne pas nous aimer, d'accord. On n'est pas là pour être aimé, mais on est là pour être respecté. Et on fait bien notre taf. Et ça, vous ne pouvez pas nous le renier. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce type de campagne. Bon, allez, conclusion, rassurez-vous, malgré toutes ces décisions, toutes ces annonces, parce que ce ne sont que des annonces, les brevets ne vont pas être levés. On joue à se faire peur, parce que il va y avoir de longues négociations à l'OMC, parce que Ursula von der Leyen va trouver un moyen de ménager la chèvre et le chou, donc la propriété intellectuelle sera au final, j'en suis sûr, respectée, et on va trouver des accords qui satisferont tout le monde. Mais je trouve que voilà, cet épisode, il est une fois de plus très révélateur d'une industrie qui n'anticipe pas suffisamment, parce que la question de la levée des brevets était évidemment prévisible. L'industrie, elle est beaucoup trop focalisée sur le court terme, elle n'est pas suffisamment fière d'elle-même, et elle se retrouve une fois de plus au pied du mur, en position ultra défensive, alors qu'elle a de l'or entre les mains et qu'elle aurait pu démontrer une fois de plus qu'elle a un impact extraordinairement positif sur la vie des gens. Depuis des années, l'industrie pharma sert de variable d'ajustement. Tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, se servent de l'enveloppe médicaments pour réguler le déficit de la sécurité sociale. Année après année, dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on rogne l'enveloppe qui est allouée aux médicaments, alors même que le médicament permet de faire plein d'économies au système de soins et sauve la vie des gens. Même cette année, en pleine année Covid, en Bulgarie, ils ont réussi à réduire le budget des médicaments, le budget public alloué aux médicaments, c'est juste hallucinant. Donc en fait, l'industrie pharma, c'est un peu l'allégorie de la grenouille, quoi. C'est-à-dire que vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide, vous mettez le gaz, et puis ça va chauffer progressivement, mais la grenouille, elle ne réagit pas, et elle ne réagit pas. Et quand l'eau devient bouillante, eh ben, la grenouille, elle ne peut plus réagir parce qu'elle est morte. L'industrie pharma, malheureusement, c'est un peu ça, et je trouve ça vraiment dommage. Elle a besoin de se remettre en cause, elle a besoin de revoir ses méthodes d'engagement et également ses angles d'attaque, parce qu'elle a des choses extraordinairement positives à dire, quoi. Elle doit s'entourer de combattantes, de combattants pour aller défendre son image, sa réputation, la pertinence de son modèle économique et surtout son extraordinaire impact positif sur la vie des gens et sa contribution, voilà, à l'intérêt général. Voilà, parce que même si ça vous embête, c'est une industrie absolument formidable et c'est un mec de gauche qui vous le dit. Voilà, merci, trop longue la vidéo comme d'habitude, mais merci d'avoir suivi. À bientôt, ciao.